Manuel d'Épictète par Arrien. Sixième partie. Ne te donne jamais le nom de philosophe, et ne bavarde pas beaucoup en présence des non-philosophes sur les principes théoriques, mais pratique ce qui est prescrit par ces principes, de même que dans un repas tu ne tiens pas de discours sur la manière dont il faut manger, mais tu manges comme il faut manger. Souviens-toi en effet que Socrate a éliminé de manière radicale toute prétention à se mettre en valeur, à ce point que ceux qui voulaient entrer, grâce à lui, en relation avec des philosophes, venaient le voir et que c'est lui-même qui les y conduisait, tellement il acceptait d'être méconnu. Et si, chez les non-philosophes, la conversation en vient à tomber sur quelques principes théoriques, la plupart du temps garde le silence, car il y a grand danger que tu vomisses ce que tu n'as pas bien digéré. Et si quelqu'un te dit que tu ne sais rien, et que tu n'en es pas blessé, sache alors que tu as ainsi commencé la tâche que tu as entreprise. Car les brebis, elles aussi, n'apportent pas leur nourriture au berger, pour montrer l'abondance de ce qu'elles ont mangé, mais ayant digéré leur nourriture à l'intérieur d'elles-mêmes, elles produisent au dehors de la laine et du lait. Toi aussi, ne fais pas montre des principes théoriques devant les non-philosophes, mais montre-leur les actions qui découlent de ces principes que tu as digérés. Quand tu as adapté ton corps à la frugalité, ne t'en vante pas, et si tu bois de l'eau, ne dis pas à toute occasion que tu bois de l'eau. Quand tu veux t'exercer pour toi-même et non devant les autres à supporter la souffrance, n'embrasse pas les statues, mais s'il t'arrive d'avoir une soif violente, aspire une gorgée d'eau fraîche, puis recrache-la et ne dis rien à personne. Attitude et signe distinctif du non-philosophe. Le profitable ou le nuisible, il ne l'attend pas de lui-même, mais seulement des choses extérieures. Attitude et signe distinctif du philosophe, le profitable ou le nuisible, il ne l'attend que de lui-même. Signes qui révèlent un progressant. Il ne blâme personne, il ne loue personne, il ne fait de reproches à personne, il n'accuse personne. Il ne parle pas de lui-même comme s'il était quelqu'un ou savait quelque chose. Quand il rencontre obstacle ou empêchement, il ne s'en prend qu'à lui-même. Si quelqu'un le loue, il rit tout seul de celui qui le loue. Si quelqu'un le critique, il ne se défend pas, il se comporte comme les convalescents, prenant garde à ne pas remuer ce qui se remet avant qu'il ne soit consolidé. Il a chassé de lui tout désir. L'aversion, il l'a reportée sur les choses qui, parmi celles qui dépendent de nous, ne sont pas conformes à la nature. Quant à la volonté d'agir, il en use, en toute chose, avec modération. S'il paraît être sot ou ignorant, il n'en a cure. En un mot, il s'espionne lui-même comme un ennemi prêt à tendre des embûches. Quand quelqu'un est fier d'être capable de comprendre et d'expliquer Chrysippe, dis-toi à toi-même, si Chrysippe n'avait pas écrit de manière obscure, celui-là n'aurait aucune raison de faire le fier. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Chercher à connaître la nature et à la suivre. Je cherche donc qui peut me l'expliquer. J'entends dire que c'est Chrysippe, je viens à lui, mais je ne comprends pas ce qu'il a écrit. Je cherche donc quelqu'un qui me l'explique. Jusque-là, il n'y a rien dont on puisse être fier. Quand j'ai trouvé celui qui me l'explique, il me reste à mettre en pratique les préceptes qui m'ont été enseignés. Voilà seulement ce dont on peut être fier. Mais si c'est l'explication elle-même que j'admire, que suis-je devenu d'autre, finalement, qu'un grammairien au lieu d'un philosophe, avec la seule différence que j'explique Chrysippe au lieu d'Homère? Donc je rougis plutôt lorsque quelqu'un me demande fais-moi l'exercice d'explication de texte de l'œuvre de Chrysippe, si je ne suis pas capable de produire des actions qui soient en ressemblance et harmonie avec les discours de celui-ci. Au principe d'action que tu t'es proposé, tiens-toi fermement comme à des lois, comme si tu commettais un sacrilège, si tu transgressais l'un d'entre eux. Ne fais pas attention à ce que l'on dit de toi, car ce n'est plus ton affaire. Jusqu'à quand attendras-tu encore
de te juger toi-même digne de ce qu'il y a de meilleur, et de n'offenser en rien la raison qui te commande. Tu as appris les principes théoriques, tu t'es entretenu avec ceux avec lesquels il fallait converser. Quelle sorte de maître attends-tu encore pour lui confier le soin de te corriger? Tu n'es plus un jeune homme, mais désormais un homme adulte. Si maintenant tu deviens négligent et insouciant, et si tu additionnes les délais aux délais, que tu fixes d'autres jours après d'autres jours, à partir desquels seulement tu commenceras à faire attention à toi-même, tu ne te rendras pas compte que tu ne fais aucun progrès, et tu resteras étranger à la philosophie, aussi bien pendant ta vie qu'au moment de ta mort. Désormais, donc, juge-toi digne de vivre comme un adulte, comme un progressant. Que tout ce qui te paraît le meilleur te soit une loi intransgressible. Si tu es confronté à quelque chose de pénible ou d'agréable, ou encore qui apporte ou au contraire n'apporte pas la bonne réputation, souviens-toi que c'est maintenant qu'a lieu le combat, que c'est maintenant que se déroulent les Jeux olympiques, qu'il n'est plus temps de reculer, et que l'anéantissement aussi bien que le salut de ton progrès moral dépendent d'un seul jour, d'une seule circonstance. C'est comme cela que Socrate est devenu Socrate, s'exhortant lui-même en toute chose à ne faire attention à rien d'autre qu'à la raison. Quant à toi, si tu n'es pas encore Socrate, tu dois vivre comme si tu voulais devenir un Socrate. Le lieu qui est le premier et le plus nécessaire en philosophie est celui de l'application des principes. Par exemple, le lieu ne pas mentir. Le deuxième est celui des démonstrations. Par exemple, pourquoi ne faut-il pas mentir? Le troisième est celui qui confirme et analyse les deux premiers. Par exemple, pourquoi ceci est une démonstration? Qu'est-ce qu'une démonstration? Une conséquence logique, une contradiction. Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le faux? Ainsi, le troisième lieu est nécessaire à cause du deuxième, et le deuxième à cause du premier. Mais ce qui est le plus nécessaire, et sur lequel il faut se reposer, c'est le premier. Pourtant, nous faisons tout le contraire. Nous passons tout notre temps dans le troisième, et c'est à lui que va tout notre zèle, et nous ne nous soucions pas du tout du premier. Voilà donc la raison pour laquelle nous mentons, mais comment l'on démontre qu'il ne faut pas mentir, voilà ce que nous avons présent à l'esprit. En toutes circonstances que soient présentes à ton esprit ces formules, conduis-moi, ô Zeus, et toi, destiné, au poste quel qu'il soit, où, une fois, vous m'avez placé, car je vous obéirai avec empressement. Mais si je refuse, devenu alors mauvais, il n'en faudra pas moins que je vous suive. Quiconque a consenti comme il faut à la nécessité est à nos yeux un sage et connaît les choses divines. Mais, crie-t-on, si c'est de cette manière-là que cela plaît aux dieux, que ce soit donc de cette manière que cela arrive. Anytos et Mélétos peuvent me mettre à mort, mais non me nuire.